Salut les amis, nous sommes le samedi 28 février, dernier jour du mois de février. Donc un petit live, j'ai pas habitué d'en faire sur Facebook. Ouais, je suis dans une colère noire, mais je vais essayer de rester calme. Cet après-midi, j'étais d'enterrement d'un jeune, enfin, pas tellement vieux, 44 ans, même prénom que moi, Sébastien. Beaucoup d'émotions, puisqu'il y avait énormément de monde, plus de 1500 personnes, je pense. Un gars juste incroyable, très aimé, il faisait partie du foot, il faisait partie de la municipalité de Lanzac, un gars super. Rien à redire. Il a eu un cancer foudroyant au mois de décembre et il est mort cette semaine. Donc je suis en colère parce qu'il va y en avoir d'autres des comme lui. Et malheureusement, ça tombe toujours sur les bonnes personnes. Un gars remarquable, je vous dis. Donc pourquoi je suis en colère, c'est parce que dans cette église, et j'avais honte. Honte que dans cette église, on enterre un jeune aussi jeune d'un cancer. Et quand je vois ce qui se passe à Saint-Paulien, où on a du plomb, avec sa loi du plomb, voilà. Je peux pas savoir pourquoi il est mort de ce cancer aussi rapidement. Tout ce que je puisse vous dire, c'est qu'à cause de la loi du plomb, à cause de toute cette malbouffe qui émane de l'étranger, je vous garantis que des jeunes, on va en perdre à la pelle. Je sais pas s'il avait été vacciné, je sais pas de rien, puis j'ai même pas envie de le savoir. Tout ce que je puisse vous dire, c'est que ce super bon gars, il est mort. Il y a eu des larmes comme pas possible. Il y a eu des discours juste incroyables. J'ai une grosse pensée pour sa maman, sa sœur et ses deux nièces. Voilà, je voudrais dédier ce live à cette personne. Mais des comme lui, il y en a partout en France. Et il y en aura de plus en plus. Parce qu'on vit dans un monde de fous, où tout est fait pour nous tuer. Et quand je vois que, voilà, avec cette loi du plomb où les trois quarts s'en foutent complet, si ce n'est les quatre quarts, voilà, il était même pas à la messe, rien à foutre. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup des gens de sa liste qui sont élus ou qui vont être sur sa liste. J'espère que toutes ces personnes, ils vont lui dire d'arrêter sa folie avec sa loi du plomb, avec tous ces pesticides à la con. Je pense qu'on peut faire autrement. Je pense qu'en France, on a tout pour réussir à avoir une agriculture raisonnée, durable. On n'a pas besoin d'en mettre plus que ce qu'on en a mis. Nos parents, ils en ont mis pas mal des produits phytosanitaires. D'ailleurs, moi, ça les a tués. Ça a tué énormément de personnes. Le marchand de produits phytosanitaires à Saint-Paulien, ça l'a tué. La génération de mon père des années 1950, ça m'a tué affreux. Et aujourd'hui, on continue toujours dans la connerie humaine. Donc jusqu'à quand ça va aller, je sais pas, mais tout ce que je puisse vous dire, c'est que je suis en colère pendant cette messe qui a duré quasiment 1 heure et demie. J'étais au fond de moi ulcéré en voyant toutes ces personnes pleurer. Mais on fait quoi? On continue, on la laisse faire. L'accord du Mercosur va être signé, il est signé. Il est signé depuis belle lurette. Depuis belle lurette, il rentre de la viande aux hormones. Tout ce qui est interdit en France rentre à plein paquebot, à plein train, à plein ce que vous voulez, plein camion, et on laisse faire. À quand le peuple de France va se réveiller? Moi je me pose la question. On va continuer encore combien d'années? Voilà, c'est incroyable. Beaucoup d'hypocrisie. On vit dans une société de paraître. Par contre, là, le jour d'un enterrement, l'église est plus que pleine. Pourtant, je vous garantis qu'à Saint-Paulien, l'église est grande. Il y en avait dehors, il y en avait partout. Rien ne va bouger. On va pleurer nos morts. On va aller les voir au cimetière. Et on fait quoi? On fait quoi, les amis? Je vous pose la question. Maintenant, j'ai la haine au fond de moi, mais la haine ne réglera rien du tout. Je pense qu'il devrait y avoir des procès, mais des procès comme à Nuremberg. Tous ces gens-là, ils devraient être menés au tribunal, et il devrait y avoir un tribunal populaire. En attendant, voilà, ils ont la belle vie, ils ramassent le pognon, ils ramassent les rétrocommissions, ils ramassent le pognon des lobbyistes, voilà, pour pas le citer, Duplan, il a passé 3 jours au salon d'agriculture à se pavaner dans les salons, à essayer de convaincre un maximum de gens, même s'il n'avait pas grande difficulté à les convaincre, puisque ceux qui étaient au salon
tous ces syndicalistes, CR, FNSEA, JA, ils sont tous pour sa loi, ils sont tous pour qu'on mette toujours plus de pesticides, qu'on soit toujours de plus en plus gros, parce qu'ils pensent en étant toujours de plus en plus gros, on va arriver à combattre les importations du Mercosur, plus précisément du Brésil et d'Argentine, c'est les deux plus grands pays. On n'y arrivera jamais à rivaliser, jamais de la vie. J'y suis allé au Brésil, je sais comment ça se passe. Ils font 3 cultures dans le même champ. Ils ont un climat où ils gèlent jamais, où ils ont un terrain juste exceptionnel, puisqu'ils déforestent des forêts amazoniennes, où il y a un taux d'humus incroyable, où voilà, c'est exactement comme en Ukraine. L'Ukraine, c'est le grenier à blé de toute l'Europe, des terres très fertiles, jamais on pourra rivaliser. Donc on fait quoi? On continue de laisser faire les frontières grandes ouvertes? On me pose la question. C'est pas la solution. Donc pour moi, on est dans les valeurs inversées. Il faut faire tout le contraire de ce qu'on veut nous faire faire. Mais on fait comment? À quand le peuple de France va se réveiller? Voilà, moi j'en ai marre d'aller dans des enterrements où je vois des familles qui sont complètement déchirées de voir leurs enfants partir comme ça au ciel. Mais voilà, il y a une cause à effet. Il faut aller chercher la cause. On va pas enterrer tous nos jeunes. On va pas les laisser mourir comme ça. Il y en a plein d'hôpitaux, de jeunes ou de moins jeunes, de gens qui ont le cancer, qui sont en phase terminale. On continue à laisser faire des gars comme Duplon et toute la FNSEA. Même la CR, c'est les mêmes. Il n'y en a pas un pour remplacer l'autre. Ils sont tous à la solde de l'Europe de Van der Leyen. Tout ça, c'est un plan machiavélique, sataniste. Ils veulent nous faire crever. Je vous parlerai même pas des chantrailles, parce qu'on va dire, allez, Béraud, il est encore plus que complotiste, il croit aux chantrailles. Ben oui, j'y crois. J'y crois parce que je sais qu'ils veulent nous faire disparaître le plus rapidement possible. Donc voilà où on en est. On en est que l'Europe, qui est là aujourd'hui gouvernée par Van der Leyen, c'est la même Europe qu'en 1940. C'est une Europe nazie, avec pour chef la même qu'Hitler. D'ailleurs, je vous rappelle juste, Van der Leyen, c'est une Allemande. Van der Leyen a décidé de vendre ses voitures parce que l'économie allemande se casse la gueule. Et ils mettent une pression phénoménale pour vendre ses voitures. Et elle n'a rien trouvé de mieux de vendre ses voitures au Mercosur pour qu'en échange, ils nous donnent de l'alimentation. Puisque quand vous donnez des voitures à un pays qui n'a pas l'argent pour vous solder, il faut qu'il vous donne quelque chose en échange. Donc, bien entendu, ça sera de la viande, ça sera des poulets, ça sera des céréales, ça sera du soja, ça sera tout ce que vous voulez. Mais ça ne sera pas des liquidités, puisqu'ils n'en ont pas plus que ça. Mais je me pose la question, pour y être allé, je sais que le Brésilien et l'Argentin, il a des situations modestes. C'est des pays qui sont en voie de développement. Est-ce qu'ils vont être capables d'acheter des Mercedes, des Audi, des Golf financièrement, je pense pas. Et je pense qu'ils sont plus prêts à acheter des voitures sud-coréennes ou des voitures chinoises 3 fois moins chères. Mais le président du Brésil, qui est bien copain avec Van der Leyen et toute la clique là, des Rothschild, Monsieur Lula, il va mettre la main à la poche, comment ils vont faire? Donc moi tout ça m'exaspère. Je sais pas comment il faut l'attraper. Je pense qu'il faut une révolution, là c'est aller trop loin. Ça va très très loin les conneries. Maintenant, je pense que le français n'est pas prêt. Parce que le français, normalement, il agit pas comme il agit aujourd'hui. C'est chacun pour soi. Tant que le frigo est plein, on continue. On laisse faire. Tant qu'on peut partir en vacances au ski, dépenser 2000 euros par semaine, on y va. Quitte à manger de la merde. Mais jusqu'à quand on va les laisser faire? Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous vois là défiler. Moi, tout ça m'exaspère. J'ai pas pour habitude de faire des lives sur Facebook. Je pensais labourer, mais il a pluiné et puis j'ai pas le goût. Donc je vais essayer de passer ma colère avec vous. Mais on fait quoi? On va les laisser faire encore combien de temps?
On a signé une pétition, plus de 2 millions de personnes. Ça n'a rien fait, ils s'y sont assis dessus. On nous a dit, la Commission européenne a 10 mois prêt à gagner, on va renégocier, tout ça, c'est du flan, mais je le savais que c'était du flan. Tout ce qu'on fait, c'est du flan. Les manifestations, tout ça, c'est du flan. Aller manifester à Paris avec des syndicats, c'est du flan. Tout est du flan. Et on fait quoi? Mais je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Je sais que il y a des gens qui me suivent, qui boivent mes paroles, et puis il y en a d'autres qui me détestent parce que je dis la vérité. Et moi, c'est pas ceux qui m'aiment, qui m'apprécient, qui m'intéressent. Moi, c'est ceux qui me détestent. Pourquoi? Le problème, vous croyez que c'est Sébastien Béraud? Vous croyez que le problème, c'est pas Rousseau, Van der Leyen et toute la clique, là, toute la mafia? Maintenant, si vous pensez que c'est moi le problème, tant mieux. C'est que le problème n'est pas bien important. Mais je pense que il faut qu'on crée des groupes de résistance, qu'il faut qu'on soit solidaire, qu'on recrée de l'échange, qu'on... Oui, moi je suis pas le plus à plaindre, hein, les amis. Nous les paysans, on n'est pas les plus à plaindre, hein, parce qu'on a de quoi bouffer. Donc je pense qu'il faut se battre là-dessus, sur de la souveraineté alimentaire, de la fourche à la fourchette, comme on veut, en recréant une économie parallèle. Pour moi, ça c'est la vraie révolution. Mais le problème, c'est que tout ça, ça a un coût. Et en face de nous, on aura toujours de la bouffe à pas cher. Parce qu'ils veulent vous nourrir à pas cher avec de la merde pour vous tuer. À un moment donné, il faut dire la vérité. Maintenant, il faut passer par, je pense, une guerre. Une guerre, comment dire? Pas une guerre civile ou une guerre, moi je pense une guerre de civilisation, avec le spirituel. On, on est déjà en guerre, Macron l'a dit. Hein. Il l'a dit, redit. Mais il y a guerre et guerre. Je pense que la meilleure guerre qu'on puisse faire, c'est de leur couper les vivres. Que ce soit nous qu'on décide de notre destin. Mais pour ça, il faut qu'on ait un maximum de personnes qui arrêtent d'alimenter le système. Comme il s'est si bien expliqué mon ami Eric Martens. Donc voilà. Moi, je suis outré de ce qui se passe. Je me dis que j'ai raison quelque part, puisque je vous le rappelle, mercredi prochain, j'ai mon procès en appel à Cour de Rion, côté de Clermont. Donc, tant que j'ai des procès au cul, c'est que je suis déjà, d'une, je suis pas mort, et deux, je dérange. Mais c'est chiant, parce que vous perdez des forces, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, à toujours se justifier de l'injustifiable. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis après, la semaine d'après, bien entendu, il y aura le 12 mars, à Bordeaux, l'appel. L'appel suite à mon procès de Périgueux, où j'avais eu le malheur, parce que je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de dire les choses. De toute façon, on n'a plus de liberté d'expression, on n'a plus grand-chose. J'ai eu le malheur de traiter une préfète et un président de chambre d'agriculture, coordination rurale de Collabo. Voilà, donc j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire, donc je suis en procès. Pour moi, il y a de la place. C'est bien là le pire. Il y a des femmes qui sont violées, qui sont tapées. Il y a de la drogue dans tous les quartiers, tous les villages de France. Et il n'y a plus de place dans les procès pour ces personnes-là. Des femmes, des viols, tout ce que vous voulez, des vols. Non. Le plus important aujourd'hui, c'est de juger des gars comme moi pour les faire taire. Voilà. Où c'est qu'on en est. Donc j'espère que lors de mes 2 procès, il y aura du monde pour venir me soutenir. Je pense que je le mérite. Parce que j'ai compris que pour faire ce que je faisais, c'était pas forcément être plus intelligent qu'un autre. C'était quelque chose qui passe au-dessus de tout. C'est le courage. Il faut avoir du courage aujourd'hui. Malheureusement, plus beaucoup ont du courage. Parce que beaucoup ont peur de perdre le peu qui leur reste. Ah ben oui. Si nos anciens avaient fait ça,
Ben, on parle réellement aujourd'hui. Le courage, ça ne s'achète pas. Le courage, on l'a ou on l'a pas. Moi, je pense que je l'ai. Je suis pas plus malin qu'un autre. Mais voilà, j'ai compris tout l'envers du décor. Je vous l'ai dit, redit, j'étais plutôt quelqu'un de réservé, pudique, pas fait pour faire ce que je fais aujourd'hui. Ça ne m'intéressait pas. J'avais l'impression qu'on était bien gouverné, qu'on était bien défendu. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Tout ce qu'ils nous racontaient à la télé, c'était tout des conneries. Moi, une chose m'a beaucoup ouvert les yeux, c'est 2008-2009, la grève du lait. J'ai compris, j'ai tout compris ce jour-là. J'ai compris que le système, comment il tenait. J'ai compris la FNSEA, j'ai compris l'Europe, j'ai tout compris. Les Rothschild, tout ça. Et depuis, j'ai rien lâché, j'ai toujours continué. Voilà, je me suis planté, des fois. J'ai soutenu plus ou moins un syndicat, coordination rurale. Aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, ils sont plus là pour défendre les paysans, alors qu'avant, ils l'étaient. Aujourd'hui, c'est les mêmes que la FNSEA. D'ailleurs, une petite pensée pour mon ami Baptiste Servan, qui m'a toujours dit, Seb, la CR, c'est la CR FNSEA bis. Il a tout à fait raison. Je le vois au quotidien. Je le vois au travers des vidéos, des nouveaux qui émergent, là, la CR, voilà, des arriévistes, des gars qui étaient souvent à la FNSEA, souvent au JA, qui voient qu'il y a une opportunité, une place à prendre, une bonne place. Salarié gratuit, service de remplacement gratuit. Tant mieux pour eux, je suis pas jaloux. Mais les gars, ils n'ont pas compris que le système à abattre, c'était l'Europe. Ok, ils s'en prennent à Van der Leyen, tout ça. Mais Van der Leyen, elle rigole, Van der Leyen. Mais elle rigole. Je vous promets, elle rigole. Parce que, avec elle, elle a la FNSEA, elle a tous les syndicats, tous les partis politiques avec elle, elle a tout avec elle. Parce que Van der Leyen, elle a été mise en place par les Rothschild, les mêmes qui financent les partis politiques. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous n'aurez rien compris, les amis. Tant que vous penserez être défendu par des syndicats qui sont payés par l'État, ben on tournera en rond. Le problème, c'est qu'on est de moins en moins nombreux à tourner en rond. Parce qu'on est de plus en plus nombreux à plus être syndiqués, à avoir compris. Et je suis sûr que ceux qui payent leurs cotisations aujourd'hui, dans tous ces syndicats, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne la payeront plus. Comme il y en a plein qui l'ont payé il y a 2 ou 3 ans et qui ne la payent plus aujourd'hui. Parce que c'est ainsi va la vie. Il n'y a aucune évolution. Rien. On s'enterre de jour en jour. On creuse notre tombe. Ah, on l'a voulu. Ils l'ont voulu, hein, la politique agricole commune. Ah, ils les ont voulu, les primes PAC. Et bien aujourd'hui, on est pris, on est pieds et mains liés dans un système où on ne peut plus faire marche arrière, où on est contrôlé à longueur de journée. Pas forcément par des contrôleurs qui viennent sur nos exploitations. Moi, ils me font rire, là, les gars de la CR. On refuse tout contrôle sur nos exploitations. Mais ils n'ont même plus besoin de venir sur ton exploitation, mon pauvre. Moi, j'ai un copain qui fait les contrôles PAC. Il a peur de perdre sa place. Ils font tout par satellite. Avec intelligence artificielle, ils sauront tout, toi. Tu pourras même plus faire caca au pipi contre un arbre, ils vont te le voir faire. Donc, les gars, il faut évoluer avec son temps. On sait qu'ils ont un coup d'avance sur nous. On le sait, tout ça. Parce que on a voulu qu'ils aient un coup d'avance sur nous. On leur a tout donné. Mais voilà. Moi, je reste droit dans mes baskets. Je sais que j'ai raison depuis le début. Je ne ferai jamais demi-tour sur mes paroles. Jamais je trahirai ceux qui me suivent. J'apporterai peut-être rien du tout, mais moi je peux me regarder dans une glace. Parce que par rapport à beaucoup qui sont sur les réseaux, ou qui sont dans les syndicats, ou dans les partis politiques, vous faites ça juste pour une seule chose, c'est le pognon. Vous êtes facilement corruptible. Moi, tout ça, ça me passe au-dessus. Et je pense que c'est ça le nerf de la guerre. La corruption et le pognon. Angélique, ouais, 15 ans que t'es plus syndiqué, ben oui, toi tu l'as compris. Mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont syndiqués juste, comment dire, ben, pour pas être le vilain canard. Eh ben, par exemple, pour avoir une déclaration PAC faite
par la Chambre d'agriculture, sauf qu'il y a des erreurs quand ils les font. C'est pas forcément ceux qui le font faire par la Chambre d'agriculture, par les techniciens chambre, qui sont le plus en règle. Faut le savoir, ça. Après, voilà, beaucoup payent leurs cotisations parce que le jour où il y a des terres qui se libèrent, eh bien, ils veulent pas se mettre à dos le syndicat majoritaire ou même les autres qui gèrent dans les commissions SAFER, dans les CDOA et compagnie. Tout ça, on le sait, on le connaît. On connaît tout l'envers du décor. Moi, je connais tout l'envers du décor. Mais non, voilà. Moi, je ne ferai pas la France. Moi, j'ai besoin de soutien. Je vous l'ai toujours dit. C'est le soutien qui nous fera avancer. Maintenant, la croyance aussi, j'en suis sûr, la religion. Mais vu qu'il n'y a plus de croyance, eh ben on est mal barré. S'il y a des nouvelles croyances, par contre, des croyances, je dirais, de véganisme, de monde animaliste, de partis politiques, même de syndicats, je pense que pour certains, c'est des religions. Parce que l'humain, il est fait pour vivre en croyant à quelque chose pour avancer. Et ils ont remplacé ces croyances spirituelles, ces dieux, par des gourous. J'appelle ça des gourous, des sectes. Et il n'y a aucune issue. Aucune issue, parce que tout est vérolé. Je vais vous le dire en mille, vous le savez, tous ceux qui me suivent, par les francs-maçons, la franc-maçonnerie. Ils ont tout investi. Ils ont investi les partis politiques, les syndicats. Je dis bien les syndicats, pas que la FNSEA, tous. Donc voilà, la boucle est bouclée. Oui, revenir au troc, je te dis pas le contraire. Sauf qu'aujourd'hui, des exploitations, on a tous des emprunts à payer. On a des grosses annuités. Donc voilà, on est tombé dans le système, on ne peut plus faire marche arrière. Moi, je vais bien demander à mon banquier que je vais lui donner du lait en échange. Je pense pas qu'il va vouloir, ni de la viande. Après, je peux comprendre qu'on peut quand même en faire. On peut quand même changer le système, c'est sûr. Sinon, autant vous prendre une corde et aller se pendre. Mais on va pas leur donner cette chance-là. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, l'avenir, c'est nos enfants qui, dès la naissance, vont avoir un cancer. Je vous promets, le système est fait pour que, déjà, tout soit fait pour qu'on n'ait pas d'enfants qui naissent. C'est tout le contraire qu'ils veulent nous expliquer, mais quand on voit dans quel monde on vit, avec, comme en France, autant de personnes qui prennent autant de chimie, autant de pilules, autant de choses qui me dépassent, moi, et bien entendu que notre corps, il développe des cancers. Parce qu'au fond de nous, on a tous le cancer. Après, on le développe ou on ne le développe pas. Mais si on est amené à le développer, c'est pas anodin. C'est qu'on a bien voulu qu'on le développe. Et c'est ça qui me dégoûte. Parce que c'est souvent les meilleures personnes qui le développent. Contre leur gré. Et voyez-vous, j'arrête pas de penser, moi, à toutes ces personnes qui, du jour au lendemain, étaient en pleine forme, et du jour au lendemain, tombent malades. Ils y croient, ils espèrent, chimio, mais au final, il reste, les yeux pour pleurer, parce qu'on est quasiment sûr de mourir quand on attrape ces saloperies. Et moi, ce qui m'a interpellé aujourd'hui, lors de cet enterrement, c'est que dans les témoignages, il y a 2 personnes qui ont osé dire, dans une église, où il y avait, je pense, je ne suis pas à Marseille, au moins 1500 personnes, dénoncer je vous promets, putain de cancer. Je pense que le prêtre était peut-être pas bien d'accord qu'on dise un gros mot dans l'église, mais oui, le putain de cancer. Si on a des putains de cancers, c'est que on nous fait avaler de la merde. Moi, je suis très bien placé pour le savoir, puisque mon père est décédé en 2012 d'une leucémie
comme beaucoup de sa génération, comme je vous l'ai dit au début, parce que la génération à mon père, les années, il est né en 50, il fallait reconstruire la France, l'après-guerre. Voilà, la France a été tombée très très bas, puisque nos grands-mères, nos arrière-grands-mères avaient tenu l'agriculture à bout de bras, mais vu que les hommes, ils étaient partis à la guerre, se faire tuer, revenir avec des jambes en moins, démembrés, vous savez ce que c'était. Donc il a fallu tout reconstruire. Nos campagnes, c'était des vrais champs de bataille. On n'osait même plus labourer, tellement qu'on avait peur qu'il y ait un obus qui pète. Donc il a fallu tout reconstruire. Et comme par hasard est arrivée la FNSEA en 1947-48. Au début, c'était plutôt bien, puisqu'ils nous ont dit qu'il fallait faire travailler de telle ou telle façon. Mais au fil du temps, on s'est bien rendu compte qu'ils ne travaillaient pas pour le monde paysan, ils ne travaillaient pas pour la souveraineté alimentaire. Ils travaillaient pour produire toujours plus dans un monde ultralibéral pour exporter. C'est comme ça qu'on a lancé l'agriculture en France. Il fallait exporter, exporter. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, on n'a plus d'agriculture parce on s'est tellement battu pour exporter qu'on n'a jamais été compétitif et qu'on est en train de mourir. On a des productions qui sont passées à la trappe, entières, parce que on a eu la chimie. Et la génération de mon père, il ne savait pas. Rappelez-vous, il y a 20 ans, même pas, 10 ans, les publicités où on nous faisait voir un chien dans le jardin qui mangeait l'os, qui mangeait les produits qui avaient eu de la chimie, du Roundup. Et mon voisin vous dira qu'encore c'est pas mortel. Pourtant, moi, quand j'allais voir mon père pendant quasiment 4 mois à l'hôpital Nord à Saint-Étienne, j'avais le temps de discuter avec les cancérologues, puisque mon père était en chambre stérile, et avec ma mère ou ma sœur, on rentrait un après l'autre. Les cancérologues n'arrêtaient pas de me dire, monsieur, comment ça se fait qu'en Haute-Loire, il y a autant d'agriculteurs qui ont le cancer? Parce que on était susceptible d'utiliser moins de chimie qu'ailleurs, par rapport au Rhône, la Loire. Mais on s'était rendu compte que nous, en Haute-Loire, vu qu'on utilisait moins de pesticides qu'ailleurs, que pays de culture, eh bien, on nous avait fait faire le certificato bien après tout le monde. Le certificato, c'est quoi? C'est l'utilisation des produits phytosanitaires en utilisant des masques, des gants, des combinaisons, être le cosmonaute. Donc imaginez-vous bien que si on nous a fait ça, c'est que les produits chimiques ils sont mortels. Donc là où je veux en venir, c'est que mon père, la génération de mon père, on leur a jamais appris ça. Puisque mon père, il savait pas que c'était mortel, comme tous ses collègues. Il ouvrait le bidon de désherbant avec un opinel. Et il mangeait le saucisson avec son opinel. Il faisait mélanger la bouillie avec le bras, parce que c'était normal. Mais sauf que mon père, à 60 ans, eh bien, il a déclaré une leucémie. Et donc, à l'époque, en 2011, il y avait toujours le même, Duplon, là. Ça fait un moment que je le connais, l'artiste. Il voulait nous monter un gazogène sur la zone de Noyac, zone artisanale de Saint-Paulien. Et j'en avais beaucoup discuté avec les cancérologues. En fait, c'était une arnaque, l'une des premières arnaques de Duplon, où il voulait nous faire monter une usine pour sécher de la luzerne. Séchage de luzerne. Sur le principe, c'était bien. Sauf que, en Haute-Loire, sécher de la luzerne, ça dure 2 mois. Juillet, août. Après, pas possible, puisqu'il n'y a plus de luzerne qui pousse. L'hiver, il n'y a pas de luzerne qui pousse. Donc on a compris qu'il y avait une arnaque là derrière. Donc qu'est-ce que c'était? En fait, il y avait un gros moteur de cogénération pour brûler tous les SCR, tous les plastiques et merdes qui vont dans les cimenteries, dans l'Allier. Et à l'époque, je ne me rappelle pas qui c'était comme ministre qui avait décidé qu'il fallait que l'ensemble des déchets soient traités au plus proche du lieu de production. Donc comme nous en Haute-Loire, eh ben, c'est Vacher, Polignac, donc il fallait que ce soit traité au plus près, donc Saint-Paulien. Donc elle a mis du plan pour pouvoir partir en politique. Il fallait qu'il sorte une grosse épine du pied de Vauquier, qui à l'époque, mais comme aujourd'hui, c'était, comment dire, le gourou. Et
l'ami Duplon, il voulait faire de la politique. Et en même temps, il fallait qu'il résout un problème à Vauquier, qui était la problématique des déchets. Qu'est-ce qui s'était passé en 2012? Il devait faire un centre d'enfouissement à Quer, sur les terres d'un agriculteur élu à la Chambre d'agriculture avec l'ami Duplon. Parce que son exploitation était en quasi-faillite. Donc c'était une manne financière énorme. Donc il y avait une partie des déchets qui devait aller dans un centre d'enfouissement à Quer, en pleine zone vulnérable d'AOC Lentilles, et l'autre partie devait finir dans un centre, dans une grosse chaudière, où ils allaient brûler, et où il y avait des gaz de CO2, de dioxine, de gaz, de NOx, comme s'il y avait 500 voitures à moteur diesel qui allaient tourner en permanence et polluer. Donc quand j'ai expliqué ça aux cancérologues là-bas, ils m'ont dit « Mais monsieur Béraud, vous devez vous battre ». Et ça a été un de mes combats. J'ai fait signer 1200 pétitions sur ma commune. Une grande fierté à l'époque. J'allais voir tout le monde. J'étais tellement remonté, comme aujourd'hui, parce que j'avais compris, on m'avait convaincu, les cancérologues m'avaient convaincu, monsieur Béraud, si vous ne faites pas ça, les enfants qui naissent aujourd'hui, ils vont avoir une espérance de vie bien plus courte, surtout localement, avec ces cheminées. Donc, vous savez, les politiques, ils sont très forts. Ils vous font toujours miroiter les alouettes, la partie bien, la partie vulnérable. Donc, bien entendu, qu'il y avait de la chaleur en même temps. Donc, le père Duplon, qu'est-ce qu'il avait dit aux paysans? Putain, vous aurez plus besoin d'acheter de la luzerne en bouchon qui vient du nord de la France, ou même acheter des tourteaux, des sojas, sur le fond, tout à fait réglo. Sauf que c'était l'arnaque pour nous faire avaler la pilule. Parce que le reste du temps, quand il n'y aurait pas eu de luzerne à sécher, et bien cette chaleur, elle aurait fait quoi? Eh bien, elle serait évaporée. Elle aurait peut-être fait fondre la neige sur Noyac, quand il aurait beaucoup neigé l'hiver. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, les amis, c'est qu'à chaque fois qu'on vous fait miroiter le paradis des alouettes, c'est trop beau. Il y a toujours l'envers du décor. Donc, on y est arrivé, on l'a empêché de monter ce projet funeste à Noyac, et on a empêché, à l'époque, qu'il y ait centre d'enfouissement à Quer. Et grâce à mon combat de l'époque, M. Peter Vigier a été député à la place de Duplon. Parce que là était tout le nerf de la guerre. Pour que Duplon soit député, il fallait qu'il arrive à solutionner le problème des ordures, ce qui n'y est pas arrivé. Mais comme Duplon, quand il n'arrive pas à rentrer par la fenêtre avec les barreaux de fenêtre, il arrive toujours à rentrer par un trou de rat. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il a fait ses preuves, plus ou moins avec Vauquier, il s'est quand même battu, et puis vu qu'il avait du sens dans les idées, qu'il était bien arrivé à retourner Denis Aymar et moi-même, je pourrais vous en faire un roman, et bien il était arrivé à devenir maire de Saint-Paulien, et à être élu président de la Chambre d'agriculture, et à être président de Sodial. Donc il avait bien tissé sa toile d'araignée, beaucoup d'influence sur les maires d'Haute-Loire, et les maires d'Haute-Loire, ils sont comment? Ben, ils sont de droite. Et c'est qui nomme, parce que j'appelle pas ça une élection, moi, qui c'est qui nomme les sénateurs? Ben, c'est les grands électeurs, c'est les maires, c'est les conseillers généraux, conseillers régionaux, c'est toute la même clique à Vauquier, donc du pain béni pour Duplon. Il a été nommé, il n'y a même pas d'élection, il était le seul, nommé. Le plus dur, c'était de gagner la première fois. Mais vu qu'il était tout seul à droite, et que la gauche en Haute-Loire était quasiment inexistante, donc il était sûr d'être élu. Donc depuis, il est élu. Et depuis, ben, on voit ce qui se passe. Mais en fait, Laurent Duplon, c'est quand même quelqu'un qu'il faut respecter, parce qu'en général, quand il dit quelque chose, il le fait, contrairement à beaucoup de politiques. Donc en 2022, avec la Commission agricole du Sénat, il est parti en Californie, en Amérique, pour aller voir l'agriculture américaine. Et ça lui a beaucoup plu. Des grandes fermes. Et il a dit, mais nous en Haute-Loire et en France, mais on est des ridicules. On risque pas de s'en sortir. On a des fermes à 80 hectares, 80 vaches. Mais ça ne peut pas faire. Il faut qu'on les concurrence. Il faut faire des grosses fermes. Il faut importer l'agriculture américaine en France. Moi, je me suis pensé, prêche, tu n'y arriveras pas. Et c'est pour ça qu'il a fait le rapport au Sénat sur l'agriculture en 2024, et qu'en 2025, il nous a sorti sa première loi, Duplon 1,
qui a été retoqué par 2 100 000 personnes, même un peu plus, et que c'est pas passé, et qu'il va revenir, et que je vous garantis qu'il va y arriver. Pourquoi il va y arriver? Parce que Duplon est très très fort. Je vous garantis qu'il a passé 3 jours au salon d'agriculture. C'était pas pour enfiler des perles. C'était pas pour boire, parce que il a des défauts, mais il n'a pas celui-là. Par contre, il aime bien manger. D'ailleurs, ça se voit, il mange bien. Mais je vous garantis que tous les lobbyistes qui ont passé la porte du salon de l'agriculture, Duplon les a tous rencontrés dans les salons dorés avec la FNSEA, avec toutes les grandes cultures dont la betterave sucrière, qui nous font croire que le problème en France, la culture de la betterave, la culture de la pomme de terre, des cerises, des prunes, que le problème serait les pucerons. Ça, c'est un nouvel monde. Des pucerons, en veux-tu en voilà, de partout. Ben, sauf que moi, je connais beaucoup de betteraviers. Leur problème, c'est pas les pucerons, parce que eux, ils font des rotations. Et si vous faites une rotation longue, il y a même des agriculteurs en bio qui ont des très beaux rendements en betterave, parce que les pucerons, ben, ils arrivent à les éliminer, parce que du moment où vous faites des rotations automne-hiver, des rotations longues, et ben tout ça, c'est pas le premier de leurs soucis. Non, le premier des soucis des betteraviers en France, il n'y en a pas 50 problèmes, mais Duplon ne vous le dira pas, puisque Duplon il a intérêt à vous vendre sa chimie, puisqu'il est payé pour vous la vendre, la chimie. Le premier des soucis des betteraviers, c'est les importations de sucre d'Ukraine. Voilà. Voilà pourquoi moi, j'aime pas cette Europe. Pourtant, l'Ukraine n'est pas dans l'Europe. Mais j'aime pas l'Europe de Van der Leyen et tous les sbires, là, tous les partis politiques, qui ont mis des drapeaux jaunes et bleus aux fenêtres, là, quand les vilains Russes ont envahi l'Ukraine. Moi, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver, gros, comme une patate chaude. On a donné des milliards, des dizaines de milliards. Je crois qu'on en est à 80 milliards pour l'Ukraine. Rien que la France, pareil, l'Allemagne. En fait, on a donné des centaines de milliards à l'Ukraine, sachant qu'ils étaient foutus. Hein, que de toute façon, Poutine, si vous voulez, en 3 mois, il rasait l'Ukraine, parce que d'origine, l'Ukraine était russe. Et moi, je connais beaucoup d'agriculteurs qui vivent en Ukraine et qui, à choisir entre le gouvernement nazi Azov de Zelensky et Poutine, ils ont vite fait leur choix. Mais, en retour, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, Van der Leyen? Eh bien, ils ont dit, on va faire entrer les céréales ukrainiennes, on va faire entrer le miel ukrainien, on va faire entrer les poulets ukrainiens, et bien entendu, on va faire entrer le sucre. Donc aujourd'hui, si les betteraviers, ils n'arrivent plus à vivre de leur métier d'agriculteur, c'est qu'ils ne peuvent plus vendre leur sucre, parce que leur sucre il coûte 3 fois plus cher à produire. Et exactement comme les céréales. Les céréales en France, elles coûtent 3 fois plus cher qu'une céréale ukrainienne. Donc qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il se passe que, en France, pour vivre des céréales, il faut les revaloriser à 250 € la tonne. Mais quand vous avez des céréales qui arrivent d'Ukraine à 80 €, ben c'est pas possible, vous ne pouvez pas rivaliser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les grandes coopératives, Sanders et compagnie, là, pour ne pas les nommer, le groupe Avril, Rousseau, la FNSEA, à Duplon, hein, Duplon, le lobbyiste de Rousseau, eh bien, ils font rentrer des céréales pour mettre ça dans l'alimentation des bovins, et nos vaches, eh bien, elles vont consommer les céréales ukrainiennes. Et les céréales françaises, elles vont faire quoi, vous allez me dire? Ben, les céréales françaises, eh bien, soit les paysans, ils vont prendre la corde, ils vont les pendre, soit ils vont faire un peu de vente directe, mais c'est pas évident, ou soit, comme c'est la grande mode, mais ils vont faire la méthanisation. C'est-à-dire qu'ils vont faire une grosse cocotte minute, je vous le fais simple, ils vont mettre leur céréales à l'intérieur pour faire du biogaz et de l'électricité. Mais ça, Duplon, il vous l'expliquera jamais, jamais. Pourtant, il en a une méthanisation. Donc, quand vous mettez vos céréales dans une méthanisation, ça vous les revalorise à 250 € la tonne. Voilà. Comme le maïs, comme tout le reste qu'ils mettent dans une méthanisation. Après, bien entendu aussi, il y a les biocarburants, qui sont bien plus rémunérateurs. De faire de l'huile de tournesol pour mettre dans votre moteur, que de vous mettre l'huile dans la salade. Parce que l'huile pour mettre dans votre salade, elle va venir d'Ukraine. Vous comprenez? Mais tout ça, personne ne vous le dit. Les syndicats qui devraient être là pour vous le dire ne vous le disent pas. C'est pour ça que je ne peux plus les tordre, tous ces syndicats. Parce qu'il n'y en a qu'un qui dit la vérité.
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'étais pas fait pour faire ça. Pas du tout. Moi, je suis un paysan. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas un scientifique, mais comme je suis plutôt écouté, eh ben, comme par hasard, j'ai beaucoup de monde qui m'appelle, mais des gens qui veulent rester dans l'anonymat ou pas. Un gars comme Jean-Marc Sabatier, ça ne l'a pas dérangé de se mettre en avant avec moi, de dénoncer l'envers du décor du vaccin qui va finir à l'ARN messager de partout. Mais des gars comme lui, je peux vous en citer à l'appel. En fait, moi j'ai un coup d'avance sur tout le monde. Parce qu'ils ont compris qui j'étais. Et que je n'avais pas peur. Parce que pourquoi? Parce que j'ai du courage. J'ai du courage et de la volonté de faire avancer la France. Parce que moi je veux garder la France. Et pourquoi j'ai ce courage? C'est très simple. Parce que moi j'ai aucune ambition politique. Voilà, on y arrive. Parce que vous saurez qu'aujourd'hui, celui qui veut faire de la politique est un menteur. Il ne parlera jamais comme moi, il vous mettra jamais tout sur la table. Il va, pour dire oui ou pour dire non, il va y mettre une demi-heure. Comme je dis chez moi, il n'y a pas besoin de tordre du cul pour chier droit. Voilà. Donc, pour moi, le problème en France et dans quasiment tous les pays du monde, c'est que les gens, ils font pas de la politique par conviction, ils font de la politique par intérêt personnel, pour se remplir les poches, mais pas que de salaire et d'argent fictif, mais d'argent virtuel aussi. Par exemple, avec les rétrocommissions, on pourrait en parler. Moi, je parle toujours en mon nom, puisque je ne représente aucune association, aucun syndicat. Donc les gars qui n'aiment pas Béraud, ils disent, Béraud, il dit toujours moi je. Oui, je dis moi je parce que je parle en mon nom. Moi, j'ai été au conseil municipal pendant 5 ans. Désolé, j'ai pas pu tenir 6 ans. Au bout de 5 ans, j'ai fait mes valises. J'ai arrêté de faire le pot de fleurs au coin de la table. Parce qu'à un moment donné, moi, je commençais à en avoir marre d'être mis sur le fait accompli en conseil municipal. Alors que, soi-disant, ma commission... en plus, je m'étais mis un peu dans toutes les commissions parce que ça me plaisait. Je voulais savoir comment ça marchait une commune. Puis je voulais connaître un peu comment ils a mis du plomb avec ses façons tordues de se remplir les poches. Mais c'était très simple. Je m'étais mis à commission voirie. Commission voirie, à peu près 300 000 à 400 000 euros de travaux chaque année. Il y a eu du boulot parce qu'il ne s'est rien fait pendant pas mal d'années. Donc les routes à refaire, et vous savez que le goudron, tout ça, ça coûte très cher. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que en 5 ans, je n'ai jamais été contacté pour aller à la commission voirie. Parce que moi, je faisais partie des opposants. Je suis rentré en tant qu'agriculteur opposant sur une liste d'opposition avec des valeurs citoyennes, de bon sens. Mais vous comprenez bien qu'ils ne vont pas me faire entrer le loup dans la bergerie. J'étais un petit peu le loup. Et donc je me suis dit, si tu n'invites pas aux commissions parce que tu devrais y être, c'est qu'il y a un loup. Donc les appels d'offres, ça marche comment? Ça marche comme ça doit marcher, c'est-à-dire à la tête du client. Voilà. Si le gars qui a le marché public, il peut en contrepartie savoir à quel prix il faut qu'il le mette pour être sûr de l'avoir, et en contrepartie aller faire un travail chez Pierre-Paul ou Jacques, je ne vais pas vous dire les noms, vous savez de qui je parle, parce qu'encore il va m'attaquer. Déjà que j'ai été attaqué, j'ai été interrogé par un gendarme, ça s'est très bien passé. Il a bien compris que j'avais pas de preuves, mais il m'a bien compris, de toute façon, on connaît le train de vie du monsieur en question. Il a passé 3 jours au salon. On voit les travaux qu'il fait. Et puis en plus, il n'est pas intelligent, parce qu'il les fait faire par les mêmes personnes qui travaillent pour la commune. Ça se voit, gros comme une maison. Enfin, voilà. Voilà, donc, faute de faire de la politique et d'être bien payé, en plus, il y a les rétrocommissions. En plus, il y a les lobbies. Les lobbyistes qui passent au Sénat, qui passent à l'Assemblée nationale. Donc, tout ce petit monde, ils ne sont pas là pour notre intérêt, pour qu'on mange comme il faut, pour qu'on respire du bon air, tout ça. Non! Ils sont juste là pour nous faire crever le plus tôt possible. Voilà, parce que soi-disant on est trop nombreux, parce que soi-disant on est responsable des gaz à effet de serre. Vous savez, nos vaches et elles pètent trop, elles rôtent trop. Voilà, sauf que cet hiver, il a quand même gelé, bien plus que la moyenne de ces 5 dernières années. Voilà, ils n'ont peut-être pas assez pété ni roté. Donc, ils n'ont pas de chance parce que moi je connais l'envers du décor de tout. Parce que ce que je fais aujourd'hui, je l'ai préparé. J'ai mis énormément de temps.
J'ai travaillé 15 ans avec du plomb. Il n'y en a pas un autre qui le connaît mieux que moi. Je connais tout l'envers du décor. Je connais toutes les magouilles qu'il a fait sur son exploitation. J'ai infiltré tous les syndicats. J'ai infiltré l'UMP. J'ai été très très proche de Laurent Wauquiez en Haute-Loire. Je sais tout comment ça se passe. Et j'ai du courage de tout dénoncer. Voilà. J'ai une chose à vous dire. Je ne suis pas suicidaire. Hein? Parce qu'on a vu Marlex, compagnie, il en a passé l'appel. Voilà, mon ami Christophe Chalençon, mon ami... j'ai avalé son nom. Aidez-moi, mon ami... Ah, je l'ai avalé. Hein. Ah putain, je l'ai avalé. Tant pis. Et vous savez, il y en a beaucoup qui sont morts, qui n'auraient pas dû mourir. Hein. Donc, ben, moi pour le moment, je suis en bonne santé, je fais faire des analyses régulièrement. Ben, vous allez me dire, aujourd'hui, on peut choper un cancer et mourir en 2-3 mois. La preuve, ben, l'enterrement que j'ai assisté cet après-midi, ça s'est passé comme ça. Mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, ben, comme je vous dis depuis le début, nous les paysans, c'est sûr que surtout l'élevage, on en chie depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, je me suis installé depuis le 1er janvier 1996. La seule bonne année, c'était l'année dernière, en 2025, mais ça n'a pas duré parce que le prix du lait est en train de se casser la gueule. Les agriculteurs qui s'en sont bien sortis depuis 40 ans, ce sont les céréaliers, parce que les céréaliers, bien entendu, eh ben, ce sont les adhérents de la FNSEA. La FNSEA, bien souvent, mais comme Rousseau, ce sont des céréaliers. La couronne de Paris, là-haut. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de temps pour se défendre. C'est eux qui ont voulu la politique agricole commune, c'est eux qui ont ramassé le plus de primes PAC. Et en ramassant plus de primes PAC, ils ne se sont jamais remis en question, donc ils ont fait la monoculture. Ils ont arrêté l'élevage, parce que c'était beaucoup moins de travail, et surtout, c'était pas rémunérateur. Donc nous, dans nos zones comme la Haute-Loire, les zones de montagne, les zones d'élevage, on n'a pas eu d'autres solutions que d'avoir des vaches laitières, des vaches allaitantes, des moutons, des chèvres. J'en passe des meilleurs pour brouter l'herbe. Parce que on a beaucoup de pierres, et puis on a de la montagne, de l'altitude, donc ça gèle tard au printemps, tôt à l'automne. Donc voilà, on ne peut pas rivaliser, on ne peut pas faire des céréales, malheureusement. Donc on a été les dindons de la farce. Et on se rend bien compte que sur 350 000 agriculteurs en France, le monde de l'élevage ne pèse pas grand-chose. C'est pour ça qu'on est très très mal défendu. C'est pour ça que c'est là où il y a le plus fort taux de suicide, et c'est là où il y a le moins d'avenir. Donc, moi je pense qu'on a quand même de l'avenir, parce que l'avenir de l'agriculture française, c'est la polyculture élevage, parce que nous on a la faculté, c'est qu'avec nos vaches qui font caca et pipi, comme n'importe quel être humain, et tout ça, ça retourne au sol, ça nous a évité de mettre de la chimie, et on a quand même arrivé à moins abîmer nos sols que les céréaliers. Donc on a la chance qu'au travers de nos sols, on a du potentiel pour les futures générations. Et moi j'ai bon espoir que l'avenir, ça va être de consommer local, nos bovins, nos ovins, que les Français vont bien finir par comprendre que tout ce qui vient de l'étranger, c'est pas normal, et que c'est de la merde. Mais on a un tournant de notre civilisation, parce qu'on est à 2 doigts de perdre l'ensemble des moutonniers français, puisque ça doit faire 35 ans qui rentrent des moutons de Nouvelle-Zélande à tour de bras. Que ce soit les 2 écoles de Saint-Paulien ou la maison de retraite, parce que moi j'aime bien être concret, donner des exemples, s'ils veulent faire consommer du gigot d'agneau, et s'ils veulent que les parents puissent payer sans que la commune mette trop la main à la poche, ils vont faire quoi? Ou sans que déjà le prix de journée dans une maison de retraite, c'est énormément cher. Même si je sais que la partie alimentaire, c'est pas la partie la plus importante, c'est plus la partie personnelle et compagnie. L'agneau, il vient pas de la Haute-Loire. Alors qu'il y a des éleveurs d'agneaux en Haute-Loire qui ont du mal à vivre parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits assez chers. Pourquoi? Parce qu'il arrive des pleins paquebots d'agneaux de Nouvelle-Zélande. Je pense que je vous apprends rien, puisque ça fait 50 ans. Ces agneaux, ils mettent 4 mois pour venir dans des sacs gazéifiés, sur des paquebots, donc moi je pense que c'est pas normal. On nous parle d'écologie, on nous parle de carbone, on nous parle de consommer français, là c'est tout le contraire. Donc pour moi,
si ça ne bouge pas d'ici assez rapidement, si les Français ne prennent pas conscience, si les parents d'élèves ne tapent pas sur la table en disant on ne veut plus que nos gamins ils mangent de la merde qui vient de l'étranger, mais malheureusement, on a des cultures en France qui vont disparaître. Pas des cultures, des productions dans l'élevage. Et aujourd'hui, c'est autour de l'élevage de la viande bovine, malgré qu'elle se vende bien, parce qu'il y a tellement d'éleveurs qui ont disparu, qui ont arrêté de faire de l'élevage pour mettre des céréales, que pour le moment ça se vend bien, mais vu que ça se vend bien, ça ne peut pas durer. Donc c'est pour ça qu'ils veulent absolument nous faire importer en plus grande quantité du bœuf brésilien aux hormones. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans les cantines collectives, même dans les hôpitaux, partout, là où il y a de la cantine collective, on ne sera pas compétitif. Ils vont faire venir de la viande de l'étranger. Voilà. Ce sera un moyen de tuer nos vues un peu plus rapidement ou de tuer les gens qui seront dans les hôpitaux un peu plus rapidement. Voilà. Tout est bien fait, hein, je vous le rappelle. Il ne faut pas les prendre pour des cons. Ils sont loin d'être cons, parce qu'ils sont aux ordres. Voilà, on sait qui. Les francs-maçons. Les mêmes qui sont depuis 30 ans à l'œuvre, en train de nous faire prendre des laissés pour des lanternes, à travers les médias. Les médias, on sait par qui ils sont détenus. On sait que la télé, elle est rentrée dans les cerveaux, du moins pas dans les cerveaux, dans le subconscient des gens. Et au final, souvent vous consommez des biens de consommation que vous n'êtes pas obligé, mais vous l'avez vu à la télé. Et au final, pour aller chercher votre flûte de pain ou ce qui est vraiment essentiel, vous allez passer devant des trucs qui ne sont pas forcément utiles, que vous allez finir par acheter. Et ce n'est pas forcément les meilleures choses. Voilà. Donc, quand vous détenez les médias, que vous détenez la finance et que vous détenez la justice, vous détenez une sacrée partie de la vie. Il n'y a qu'une chose qu'ils n'arrivaient pas à détenir, c'était l'alimentaire. Et ça me tient très à cœur de toujours les dénoncer, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a anguille sous roche, il y a des laboratoires là derrière. Comme par hasard, c'est sûrement le hasard, hein, parce que moi je suis complotiste, les mêmes qui ont créé les vaccins pour la DNC, Merck, ce sont les mêmes qui financent les steaks à intelligence artificielle. Ce sont les mêmes qui financent les yaourts, les fromages cellulaires, sans une pique de lait, sans rien qui vient de protéines animales. Donc quand on a compris ça, on a compris tout l'envers du décor. Quand on gratte un peu et que Jean-Marc Sabatier, le directeur du CNRS, on s'est rendu compte que de là où est partie la DNC, c'était pas forcément logique. Logique d'un point de vue climatologique. En juin, juillet, le Doubs et le Jura, ce ne sont pas forcément des départements où il fait le plus chaud en France. Et où il y a le plus d'humidité pour le vecteur des moustiques. La logique aurait été que ça parte plus des régions où il y a beaucoup d'animaux en concentration, comme la Normandie et la Bretagne, où ils font des produits industriels au niveau lait, fromage, yaourt. Comme par hasard, c'est sûrement le hasard, le fruit du hasard, c'est parti dans des fruitières où ils font du fromage au lait cru. Et c'est là où il y a le plus d'avenir, parce qu'ils détiennent l'ensemble de la production, la commercialisation. Ce sont des petites coopératives, où ce ne sont pas des multinationales, où ce n'est pas coté en bourse, où ils ont la même mise sur leur outil de production, et où le lait est revalorisé à 800 € la tonne. Tout le contraire d'ailleurs, en France. Et comme l'Europe ne veut plus, depuis très longtemps, mais ils n'arrivent pas à le faire enlever, ça, ils veulent plus que les fromages soient fabriqués au lait cru, c'est-à-dire, ils veulent que tout soit aseptisé, comme partout chez Sodial, Lactalis, Savencia, dans toutes les grosses coopératives, sauf un petit peu en Haute-Loire, les fromages de pays où ils sont encore aux artisous, où le lait est mis entièrement sans être séparé des bons germes comme des mauvais germes.
pour fabriquer ces fromages. Donc, à partir de là, ils ont éliminé quasiment plus de 3000 vaches Jura, Doubs, plutôt des races en voie de disparition, telles que l'Abondance, la Tarine, la Montbéliarde, pour moi, comme M. Jean-Marc Sabatier, tout ça est voulu. Donc quand on gratte un peu, on s'est aperçu qu'à Montpellier, il y a un laboratoire qui fabrique des insectes. Là aussi, on pourrait se dire, c'est peut-être bien, c'est peut-être pour polymériser, comme en Amérique. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de l'agriculture américaine que veut importer du plomb. En Amérique, déjà, ils font des lâchers d'abeilles, parce qu'il n'y a plus d'abeilles. Tellement qu'ils ont de la chimie, ça a tué toutes les abeilles. Mais vu que les fleurs, elles sont... Vu que les fleurs, il y a du produit chimique dessus, ben les abeilles, en butinant, elles meurent. Donc, qu'est-ce qu'ils font en Amérique? Ils font des lâchers d'abeilles régulièrement, parce que s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de polymérisation. S'il n'y a pas de polymérisation, il n'y a plus d'agriculture. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre ça. Voilà, tout le monde peut l'expliquer. Donc, en France, il y a un laboratoire. Et on s'est rendu compte que ce laboratoire était financé par Bill Gates. Donc, quand on connaît un peu l'envers du décor de Bill Gates, c'est pas un problème pour polymériser, parce qu'encore en France, heureusement, il y a assez d'abeilles. Mais on a un fort doute que ce soit là pour créer des maladies. Et comme par hasard, c'est le fruit du hasard, je vous rassure, depuis plusieurs années, on a des problèmes avec les insectes. À chaque fois qu'ils viennent nous emmerder, nous les éleveurs. Et puis en même temps, il faut savoir qu'en 2023, la Commission des comptes française, sur un rapport du GIEC, a dit qu'il faut supprimer 38% des élevages en France. Je me suis toujours posé la question, mais comment ils vont faire? Mais c'est impossible qu'ils y arrivent. 38%, il y en a qui vont arriver à la retraite, mais quand même, voilà, moi je ne me sens pas être éliminé d'ici quelques années. Je laissais faire. Mais tout ça, c'était toujours resté dans le coin de ma tête. Parce qu'après, j'ai regardé le GIEC, les accords du GIEC. J'ai dit, là aussi, il y a des uberlus. Ils nous emmerdent que nos vaches, elles sont responsables de 15% des gaz à effet de serre, alors que les paquebots qui ramènent de la viande de Nouvelle-Zélande, eux, ils polluent pas, non. Ils crachent des NOx et des dioxines à tour de bras depuis la Nouvelle-Zélande ou l'Australie ou bientôt le Brésil. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'usine à Saint-Paulien, où il devait y avoir 500 moteurs diesel qui devaient polluer nuit et jour, c'est ça le pire. Parce que ces NOx et ces dioxines, avec n'importe quel filtre, eh ben, l'humain arrive à les respirer. Elles passent, hop, elles descendent. Cancer des poumons et compagnie. Donc on s'est dit, comment ça se fait que chaque année en France, on a un coup la MHE, un coup la fièvre catarrhale, un coup la DNC, et qu'on n'arrive pas à maîtriser, et que les insectes sont de plus en plus résistants, et que si, et que ça. Nous, avant, eh ben, les agriculteurs on traitait avec des insecticides, avec des boucles, on mettait des boucles aux oreilles, ça diffusait, hop, il n'y avait pas d'insectes, tout ça. Puis on s'est rendu compte que c'était de plus en plus difficile pour en avoir. Quand ça marche bien, on n'en a plus des choses. Et puis voilà, on a cherché, puis on s'est rendu compte que dans ce fameux laboratoire là-bas, il devait faire des lâchers pour créer des maladies. Parce qu'en général, quand ils créent des maladies, ils sont très malins quand même. C'est qu'avant, ils ont créé le vaccin. Ouais, vous avez compris l'histoire du Covid quand même, je ne vais pas vous l'expliquer. On ne pouvait pas créer un vaccin en 3 mois comme ça a été fait. Un vaccin, il faut 10 ans. Sauf que le Covid était prévu depuis déjà quelques années, donc ils avaient déjà tout élaboré. Tout ça, c'est des armes biologiques, chimiques. Donc on est en guerre. Et cette guerre est bien plus virulente que la guerre de 39-45 ou de 14-18. Parce qu'on ne voit pas passer des bombes. Les bombes, elles sont... On ne les voit pas, mais elles font autant de dégâts. Donc pourquoi je vous explique tout ça? Parce que je suis ulcéré de ce qui se passe et que personne ne voit rien. Donc, du moment où en Bretagne, en Normandie, il n'y a pas eu de DNC, j'espère qu'ils n'en auront pas, c'est qu'à mon avis, ils n'ont pas voulu que ça y soit. Et quand on regarde un peu, qui c'est qui finance ces insectes? C'est Bill Gates. Comme par hasard, c'est sûrement le simple des hasards. Le prochain vaccin, parce qu'ils n'en ont plus de vaccin MERS là, qui vient d'Afrique du Sud et de Pays-Bas. Ils se sont fait un petit peu dépasser. Non, ils ne se sont pas fait dépasser. Il vient le vaccin ARN messager auto-amplifiant de la DNC qui est fabriqué
en Californie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Duplon qui était parti là-bas. Vous comprenez tout, là. Si vous comprenez pas là, je n'ai plus rien. Donc, quand on fait nos recherches avec Jean-Marc Sabatier, qui je le remercie parce que lui, il en a entre les jambes. Parce que, à mon avis, il faut qu'il soit bien protégé, parce qu'il risquerait de le faire. Il m'a déjà expliqué qu'une fois arrivé à un feu rouge, il a bien appuyé sur les freins, mais les freins ne sont pas arrêtés, les freins étaient coupés. Donc moi, je conseille à Jean-Marc d'avoir des gardes du corps autour de lui, parce qu'il balance sévère. Donc quand on sait que Bill Gates, il va arriver avec son vaccin miracle ARN messager, DNC, quand on sait que les syndicats, les 3 syndicats agricoles qui sont payés par le gouvernement, grassement payés, à hauteur de 6 millions d'euros, 6 millions d'euros pour la FNSEA et les jeunes agriculteurs, 4 millions d'euros pour la coordination rurale et 3 millions d'euros pour la Confédération paysanne, qui, je le rappelle, la Confédération paysanne, j'aime bien finir par eux, ils regroupent 95% de leurs adhérents, c'est des agriculteurs bio, qui sont contre la chimie. Et ils ont raison. Et leur syndicat est obligé de leur faire avaler la couleuvre en acceptant le vaccin contre la DNC. Parce que s'ils ne le font plus, ils n'auront plus la subvention de l'État. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, on est dans la merde. Parce que moi, je sais que le vaccin ARN messager va arriver et que ça va être la fin des petits pois. Donc, moi, ce que j'ai vécu cet après-midi à l'enterrement, hein, et ça va arriver de plus en plus. Parce que l'ARN messager auto-amplifiant va se retrouver dans les produits finis. Le lait, la viande, foie gras de canard et compagnie, tous les animaux qui seront injectés à l'ARN messager, ça va se retrouver dans l'alimentation finale. Ça, je le sais de source sûre depuis quasiment 1 an, je crois que c'était le 8 mars, en Belgique, où j'ai assisté à une conférence avec Jean-Marc Sabatier, où il nous a expliqué tout l'envers du décor. Il saurait bien mieux vous l'expliquer. D'ailleurs, il a fait un livre que j'ai signé, co-signé avec d'autres éleveurs, où il explique tout ça. Donc en fait, ce vaccin, il est auto-amplifiant, donc il se multiplie dans les cellules. C'est pour ça qu'il se retrouve dans l'alimentation. Donc ça, c'est une arme chimique irréfutable. Et comment faire ? Vous allez me dire, il ne faut pas vacciner. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils viennent vacciner. Je pense qu'il y aura du monde ce jour-là. Et j'ai mon associé comme moi qui est férulement contre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'Ariège, Pays Basque, 64, 65, Gers, là-bas, ils sont en pleine zone de vaccination obligatoire. Donc, je connais à peu près 50 éleveurs qui ont dit non, on ne va pas faire vacciner. C'est comme ci, c'est comme ça. Vous voulez pas faire vacciner, c'est pas un souci. 850 € d'amende par vache. Et nous, on s'en fout de vos amendes, on ne fera pas vacciner. On a pris des avocats, tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe ce qui n'aurait jamais dû se passer et que j'aurais jamais cru voir ça de ma vie. Eh bien, vous avez une convocation qui est amenée par 3 gendarmes. En général, ils sont 3, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, c'était 2, là, ils sont 3, qui vous amènent un papier et qui vous disent que dans les 5 jours, ils vous donnent la date, mais que vous allez être obligé de faire vacciner vos vaches de force. Voilà où on en est. Donc il y a un agriculteur, ça lui est arrivé. Et là, il y en a un second que ça va lui arriver. En fait, le préfet qui applique ce règlement, il est dans le 65. Je ne sais pas ce qu'il a. Pourquoi lui, il applique mieux le règlement qu'ailleurs, mais je ne me fais pas de soucis, ailleurs aussi, ils vont le faire. Mais tout ce que je puisse vous dire, c'est que j'en connais quelques-uns, ils vont pas se laisser faire comme ça. J'espère que ça va pas se finir par un bain de sang. Mais en même temps, je me dis, s'il faut qu'il y en ait qui se sacrifient pour faire changer l'avenir de notre métier et de notre alimentation, mais s'il faut en passer par là, mais pourquoi pas ? Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que on vienne chez vous, violer votre intimité, violer vos vaches, votre exploitation. Voilà. Moi, c'est comme si j'allais chez n'importe qui, je vais dans son jardin, je vais me servir, je vais manger des salades, ramasser leurs patates, tout ça, et puis je repars tranquille, comme si de rien n'était. On vit dans quel monde, là ? Moi, vous savez, moi, ça me rappelle une histoire triste que les anciens connaissent très bien et que les moins jeunes ne connaissent pas.
mais qu'ils en ont entendu parler de leurs grands-parents. Ce qui s'est passé pendant la guerre 39-45, ou nous en Haute-Loire, plus précisément sur le Mazet-Saint-Ouen et Chambon-sur-Lignon, ils ont agi de la même manière. Ils allaient chercher les Juifs, et il fallait les cacher. Et quand il y en avait qui les cachaient, il y en avait qui les dénonçaient. C'est ce qui se passe aujourd'hui, dans le sud-ouest là-bas. Quand il y a des éleveurs qui n'ont pas fait vacciner ou qui ont été oubliés par la patrouille, c'est les voisins qui les dénoncent. Parce que les voisins qui ont vacciné de force, sous peine d'avoir des amendes, eh bien ils disent que si eux, ils ont été vaccinés, tout le monde doit l'être. Il n'y a aucune solidarité. C'est ça le problème, c'est que dans notre agriculture, on n'a jamais été aussi peu nombreux depuis l'existence de cette terre. Je vous rappelle qu'on n'est que de passage, que ça fait à peine 50 années qu'on a bousillé pas mal de centaines d'années d'existence de notre planète en 50 ans, qu'il y a 50 ans, quasiment tout le monde était paysan parce qu'on n'avait pas d'autre choix, il fallait bien se nourrir, que tout le monde vivait à la campagne, que tout le monde avait veaux, vaches, moutons, cochons, lapins, poules pour se nourrir, que tout le monde avait un jardin, mais que tout le monde vivait dans la misère. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'exode rural. Tout le monde a voulu aller travailler à la ville, à l'usine, gagner bien sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les enfants d'agriculteurs ne sont plus restés sur les fermes, n'ont plus voulu voir leurs parents trimer comme ils ont vu leurs parents trimer, jamais partir en vacances, vivre avec un salaire de misère, produire toujours plus, à outrance. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on est passé de 2, 3 millions, 4 millions de paysans à peine 350 000 aujourd'hui. Et donc, en plus, il n'y a aucune solidarité. Chacun est prêt, dans beaucoup de régions, à voir mourir son voisin, éleveur ou agriculteur, pour lui piquer ses terres, pour être toujours de plus en plus gros. Et comme Duplon a dit que pour s'en sortir, même la ministre l'a dit il y a 2 jours au Salon de l'Agriculture, que pour que l'agriculture française aujourd'hui s'en sorte, il faut être de plus en plus gros. Mais on a beau être gros, il y aura toujours plus gros pour nous bouffer. Moi, mon père, ça fait 13 ans qu'il est décédé. Il me disait souvent, il vaut mieux être un petit chez soi qu'un gros à l'extérieur. Mais c'est vrai. De toute façon, même qu'en France, on fasse des exploitations à 1000 hectares, 2000 hectares, on ne pourra jamais, je dis bien jamais, rivaliser avec les terres ukrainiennes qui sont très très riches, très profondes, avec des coûts de production juste incroyables, parce que c'est des fermes-usines avec BlackRock là derrière, avec les Américains. On ne pourra jamais rivaliser avec les terres brésiliennes, parce que là-bas au Brésil, ils ont un climat qui ne gèle jamais, et où ils arrivent à faire 3 cultures la même année dans le même champ. Parce que j'y suis allé, je l'ai vu de mes propres yeux, ils font maïs, soja, blé. Donc à partir de là, la messe est dite. Voilà, mes amis, ce que j'avais à vous dire. Je vous demanderai de partager ce live. C'était pas prévu que je fasse aussi long. J'ai voulu passer ma colère. Je pense que j'ai été raisonnable dans mes propos, que j'ai été très posé, que je n'ai rien rajouté qui n'existe pas. Tout est sourcé. Et malheureusement, tout ce que j'ai dit est vérité, est vérifiable, est véridique. C'était pas prévu. Mais quand je vois toutes ces familles endeuillées, tous ces jeunes avoir pleuré, ce jeune Sébastien qui s'appelle comme moi, quand j'ai entendu ce prêtre prononcer au moins 50 fois ce prénom,
et que vous appelez pareil. J'avais beaucoup de points communs avec ce jeune. Ce jeune était amoureux du football, amoureux de Marseille, exactement comme moi. Ce jeune, c'était un bon vivant. Ce jeune aimait toujours rendre service aux gens. Il aurait donné sa chemise. Voilà, moi c'est ce que je fais un peu à ma façon. Et ce jeune, aujourd'hui, il est décédé à 44 ans, alors qu'il avait tout l'avenir devant lui. Voilà les amis, moi je vous dis qu'il y a du boulot sur la planche, mais que ce n'est pas foutu. Donc maintenant, vous allez me dire que vous me soutenez, que vous êtes d'accord avec moi. J'en doute pas une seule seconde. Moi, tout ce que je puisse vous dire, c'est que j'ai besoin de votre soutien, pas que virtuel. Moi, j'ai besoin d'un soutien physique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mercredi prochain, 4 mars, à 13h30, à Cordérillon, à côté de Clermont, moi, j'aimerais que j'ai du monde pour me soutenir. Parce que c'est pas normal que je me retrouve à un procès en appel parce que j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire en 1925, c'était l'année dernière, en 2025, ouh là là, je chauffe, en 2025, parce que la liberté d'expression n'existe pas. Ils ont trouvé la moindre histoire dans mes vidéos, ils épluchent tout ce que je dis parce qu'ils savent que j'ai raison, ils veulent me faire taire. Mais ils n'y arriveront pas à condition que vous me souteniez, que vous soyez là, qu'il faut qu'on montre que tout est possible. Tout est réalisable. Maintenant, on va bien voir si j'ai du soutien ou pas. Et donc la semaine d'après, à Bordeaux, on remet le couvert, le 12 mars, à Bordeaux. Voilà les amis. Donc, moi je vous dis, Inch'Allah, Alléluia, et que Dieu vous bénisse. Soyez forts. Si j'ai un conseil à vous donner, eh bien essayez de vous nourrir au plus par vous-même, en faisant du troc, en faisant du jardinage, en ayant des poules, des lapins. Ces mêmes poules qui vont consommer vos déchets. Ça évitera d'encombrer les déchets plus tard, la déchetterie. Voilà, soyez intelligents, allez voir les paysans, allez leur donner un coup de main. Ils sauront très bien vous le rendre. Achetez des congélateurs, achetez de la viande en gros. Ça vous coûtera toujours moins cher qu'au détail chez votre boucher ou même à la grande surface. Voilà les amis. Bon, mais je regarderai vos commentaires parce que j'ai pas bien eu le temps de les regarder parce que c'est pas évident de dire les choses et en même temps de lire. Voilà, ma façon de penser, ma façon d'être. Eh ben, si vous m'appréciez, et si vous avez apprécié ce que je vous ai dit, eh ben, partagez, commentez, likez. Tout ça, c'est pas pour faire du pognon, parce que je gagne rien du tout. C'est pour essayer de porter ma bonne parole, essayer de réveiller le maximum des consciences. Parce que moi, j'en ai ras le cul. Ras le cul qu'on enterre des jeunes. Ras le cul de la connerie humaine. Ras le cul de tous ces politiques. Ras le cul de ces syndicats. Et ras le cul de l'Europe et de Van der Leyen. La bise!